J'avais dépensé 30 000 € pour offrir à ma famille des vacances inoubliables en Corse, un voyage que j'avais imaginé comme une récompense après une longue carrière et des années de compromis familiaux. Je rêvais de plages dorées, d'un ciel infini, de rires partagés autour de la table d'un petit restaurant au bord de la mer, de mes petits-enfants jouant dans le sable, insouciants. Mais à l'aéroport d'Orly, ce rêve s'est effondré en une seule phrase. Mon fils, Simon, s'est tourné vers moi, son visage tendu, et a dit calmement « Papa, j'ai une mauvaise nouvelle. Le brouhaha du terminal a semblé se dissiper un instant. Les annonces des vols, les valises qui roulaient, les rires, tout s'est éloigné, comme si le monde retenait son souffle. Quelle mauvaise nouvelle ? Ai-je demandé, déjà inquiet. Il évitait mon regard. Ses mains étaient enfoncées dans les poches de son jean, ses yeux fixés sur le tableau des départs, où s'affichait en lettres clignotantes « Ajaccio, embarquement ». « J'ai oublié d'acheter ton billet », m'a-t-il dit. Les mots sont tombés comme une pierre dans ma poitrine. Autour de nous, les familles s'affairaient avec leurs enfants, les bras chargés de sacs, prêtes à embarquer vers le soleil corse. Moi, je suis resté planté là, mon bagage à la main, incapable de comprendre. « Tu as oublié ?» ai-je répété, la voix cassée. « Simon, on prépare ses vacances depuis 3 mois. » Il a hoché la tête, gêné, sans vraiment me regarder. « Je sais, papa. C'est juste. » Il y avait tellement de choses à gérer. Le travail, les réservations, les enfants. Je t'ai donné 20 000 €, Simon. 20 000. Pour tout le monde. Il a soupiré, regardé sa montre. Oui, et on t'en remercie. Mais le vol est sur le point de partir. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé ma valise et avancé vers le comptoir d'Air France, déterminé à régler cette erreur absurde. La jeune employée m'a accueilli avec un sourire professionnel. « Bonjour monsieur, je peux vous aider ?»« Oui, je dois vérifier une réservation pour un vol vers Ajaccio aujourd'hui. Nom de famille, Willis, mais il semble y avoir un problème. » Elle a tapé sur son clavier, concentrée. « Je suis désolé monsieur, je ne vois aucune réservation à ce nom. Êtes-vous certain que c'était bien sur Air France ?» Mon estomac s'est serré. Il doit y avoir une erreur. Ma famille est déjà enregistrée. Mon fils, Simon Willis. Elle a recommencé à taper. Ah oui. Je vois une réservation pour Simon Willis. 4 personnes. Départ à 15h45, terminal 3. Et moi ? Ai-je demandé. Je crains que votre nom ne figure pas sur cette réservation. Le sol s'est mis à pencher sous mes pieds. Ce n'est pas possible. Vérifiez encore. J'ai vérifié, monsieur. Souhaitez-vous que je voie s'il reste une place disponible ? Un espoir a traversé ma poitrine ? Oui, s'il vous plaît. Peu importe le prix. Elle a consulté son écran. Le vol est complet. Il y a un congrès à Ajaccio cette semaine, tous les vols sont pleins. Je me suis tourné vers Simon, qui faisait semblant de consulter son téléphone à quelques mètres. Et demain ? Première classe, s'il le faut. Demain, il reste une place sur le vol de 6h40, mais le billet est à 1 200 €. J'allais sortir ma carte, mais Simon s'est approché et m'a attrapé le bras. « Papa, laisse tomber. »« Comment ça, laisse tomber ? Ce n'est pas la peine. On gérera sans toi. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Simon, tu plaisantes ? J'ai payé tout le voyage, l'hôtel, la voiture, les activités pour les enfants. Et on t'en est reconnaissant, mais discuter ici ne sert à rien. » Autour de nous, des voyageurs nous observaient. La honte me brûlait la nuque. Simon a reculé vers le contrôle de sécurité. « Rentre à la maison, papa. On t'appellera du bord de mer. » Son ton était sec, sans émotion. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un oubli. C'était prévu. Il a disparu dans la file, sa femme ferme derrière lui, tirant la main de leurs enfants. Je les ai regardés s'éloigner jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la zone d'embarquement. Je suis resté là, seul, le bruit des valises et les annonces de départ résonnant autour de moi. L'agente d'Air France m'a adressé un regard compatissant. « Monsieur, souhaitez-vous que je bloque le vol de demain ?» J'ai regardé l'écran de mon téléphone. Un message de Simon. « Désolé, papa. On t'appelle plus tard. Prends soin de toi. » Ces mots, « prends soin de toi », m'ont glacé, comme s'ils me renvoyaient à ma solitude, à ma vieillesse, à mon inutilité.
J'ai rangé le téléphone dans ma poche. « Non, merci », ai-je dit à la jeune femme. « Je crois que je vais rentrer. » Elle a hoché la tête. « Désolé. » Je me suis dirigé vers la sortie, ma valise roulant derrière moi sur le carrelage. Mais au lieu de me sentir vaincu, une étrange lucidité s'est installée. Simon pensait m'avoir écarté, mais il venait de réveiller quelque chose en moi que j'avais perdu depuis longtemps. Une volonté de ne plus jamais être traité comme un poids mort. Je suis sorti sous le ciel gris de Paris, respirant profondément. Chaque pas vers la station de taxi me rapprochait non pas de la défaite, mais de la décision. Le taxi filait sur l'autoroute A6 en direction de Fontenay-aux-Roses, ma ville depuis plus de 30 ans. Les néons du périphérique se reflétaient sur les vitres, et la pluie fine transformait la chaussée en un long ruban de lumière tremblante. J'étais assis à l'arrière, silencieux, les mains jointes sur ma valise. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années avec un accent du sud-ouest, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. « Mauvaise journée, hein ?» J'ai esquissé un sourire sans conviction. On peut dire ça, oui. Il n'a pas insisté. Certains chauffeurs sentent quand le silence est plus précieux que la conversation. Nous avons roulé quelques kilomètres avant qu'il ne rallume la radio. France Info parlait des embouteillages à Marseille, des orages prévus sur le sud-est. Ironie. Mes fils, ma belle-fille et mes petits-enfants seraient justement sous ce ciel corse que j'avais imaginé partager avec eux. Je pensais à tout ce que j'avais préparé. Les réservations, les conversations enthousiastes autour du dîner, les messages de Fern, toujours si douces, m'envoyant des liens d'activité pour toute la famille. Et moi, le naïf, j'avais cru à ces mots. L'image de Simon me revint. Son ton calme, presque condescendant, quand il m'avait dit « Rentre à la maison, papa ». C'était cette indifférence plus que la trahison qui me poignardait. Comme si j'étais devenu un meuble encombrant dans leur vie. La pluie s'intensifia. Le chauffeur mit les essuie-glaces en marche. « Vous savez, parfois les familles, c'est compliqué, » dit-il soudain. « J'ai emmené des gens à Orly avec les mêmes têtes que vous. On sent quand ça casse quelque chose. » Je l'ai regardé, surpris par la justesse de son intuition. « Oui, vous avez raison. Quelque chose s'est cassé aujourd'hui. Définitivement. » Nous avons roulé en silence jusqu'à ma maison, nichée sur les hauteurs, non loin du parc Sainte-Barbe. Une maison ancienne, restaurée au fil des ans, avec ma femme, Marthe. Elle était décédée il y a 3 ans, mais partout, sa présence subsistait. Les rideaux en dentelle, les livres alignés sur les étagères, les rosiers qu'elle taillait chaque printemps. Voilà, monsieur, 57,80 €. J'ai sorti un billet de 60 et lui ai tendu. Gardez la monnaie. Il m'a lancé un regard compatissant. Bon courage, monsieur. Et, quoi que vous ayez en tête, faites-le bien. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit. Il le mérite. Je suis resté un moment devant la maison, ma valise à la main, à écouter le moteur du taxi s'éloigner dans la rue déserte. Le vent soulevait les feuilles mouillées sur le trottoir, et les lampadaires diffusaient une lumière dorée sur les pierres. 3 heures plus tôt, je partais en vacances. À présent, je rentrais dans une vie que je croyais avoir laissée derrière moi pour une semaine de bonheur. À l'intérieur, tout était en ordre. Sur la table de la cuisine, le bol de fruits, la nappe soigneusement pliée. Sur le mur, la photo encadrée de Marthe à Calvi, 30 ans plus tôt. Elle portait son grand chapeau de paille et souriait à l'objectif comme si elle connaissait déjà la fin de l'histoire. Je suis allé dans le bureau. Tout était à sa place. Les dossiers classés dans l'armoire métallique, les stylos alignés dans le pot, les documents soigneusement rangés dans les chemises cartonnées. Une étiquette manuscrite attira mon attention. Vacances. Corse 2025. J'ai ouvert la chemise. À l'intérieur, toutes les preuves de ma naïveté. La facture de l'agence de voyage à Lyon. 30 000 € transférés sur le compte de Simon pour simplifier la réservation. Les confirmations d'hôtel. Hôtel Les Sanguinaires. Ajaccio. Suite. Vue mer, 10 nuits, 7 personnes. Les billets électroniques au nom de Simon, Fern, Pearl, Solène, Mia et Étienne. Et au lieu du mien, celui de Marthe. Mon cœur a raté un battement. Marthe Willis. Ils avaient réservé la chambre à son nom, pas au mien. La colère monta en moi comme une vague.
Pendant des années, j'avais toléré leurs petits abus. Simon empruntant de l'argent qu'il rembourserait plus tard, Fern demandant une aide pour les frais scolaires, les vacances, la maison à crédit. J'avais toujours dit oui, parce que c'est ce que font les pères. Mais là, c'était autre chose. Il m'avait effacé. J'ai décroché le vieux téléphone fixe. Marthe tenait à le garder. Elle disait que les voix y sonnaient plus vraies que sur ses portables sans fil. J'ai composé le numéro de l'hôtel à Ajaccio. Hôtel Les Sanguinaires. Bonsoir, répondit une voix féminine, légère et chantante, avec cet accent corse qu'on reconnaît immédiatement. Bonsoir, mademoiselle. J'aimerais annuler une réservation au nom de Willis. Très bien, un instant. Oui, je vois. Réservation pour 7 personnes, 10 nuits, suite vue mer. Vous êtes sûr de vouloir annuler, monsieur? C'est une très belle période. Nous affichons complet. J'en suis certain. Je dois vous informer que l'annulation à moins de 24 heures du départ entraîne des frais de 2 800 €. Ce n'est pas un problème. Annulez tout, s'il vous plaît. Un silence, puis le cliquetis du clavier. C'est fait, monsieur. Vous recevrez la confirmation par mail d'ici quelques minutes. Et si les voyageurs se présentent demain? Nous leur expliquerons que la réservation a été annulée par le titulaire, aujourd'hui à 18h47. Parfait. Merci, mademoiselle. J'ai raccroché. Le clic du combiné résonna dans la pièce comme un coup de marteau sur du verre. Je me suis appuyé contre le bureau, fixant la photo de famille posée sur l'étagère. Simon, Fern, les enfants, tous souriant autour du sapin de Noël, devant la cheminée. Les cadeaux que j'avais achetés, le repas que j'avais payé, la joie que j'avais financée. J'ai souri, lentement. Le généreux idiot, c'était moi. Cette nuit-là, je n'ai pas eu besoin de somnifères. J'ai dormi d'un sommeil lourd, profond, sans rêve. Le matin, la lumière filtrait à travers les rideaux comme un commencement. Le percolateur ronronnait sur le plan de travail. Le parfum du café emplit la cuisine, ce même parfum qui accompagnait Marthe chaque matin de notre vie commune. Mon portable clignotait, 60 appels manqués, tous du même numéro, celui de Simon. Je les ai ignorés. Je me suis versé mon café, lentement, savourant le geste. Puis j'ai ouvert les messages. Les premiers étaient paniqués. « Papa, rappelle-moi, urgent. L'hôtel dit que la réservation est annulée. » Ce n'est pas drôle. Les enfants pleurent. On est bloqué. Rappelle-moi immédiatement. Puis plus tard dans la nuit, on a dormi dans le hall de l'hôtel. Les enfants sont épuisés. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. C'est cruel. J'ai bu une gorgée. Le café avait un goût parfait. Le téléphone vibra encore. Nouvel appel. Même numéro. Je laissai sonner, puis écoutai le message vocal. « Papa, je t'en supplie. On n'a nulle part où aller. Tu es en train de punir des enfants pour une erreur d'adulte. Rappelle-moi. Une erreur d'adulte? Non. Une trahison. Délibérée. » Je me suis installé dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où Marthe aimait lire. Dehors, un merle sautillait sur la pelouse. Le monde continuait de tourner, paisible. Je pris le combiné et composai le numéro de Simon. Il décrocha avant la première sonnerie. « Enfin! Qu'est-ce que tu fous, papa? Tu as annulé l'hôtel. » Sa voix était rauque, nerveuse. En fond, j'entendais les pleurs des enfants, le brouhaha d'un hall d'aéroport. « Bonjour à toi aussi, Simon. Comment se passent les vacances? Arrête tes sarcasmes, on est coincé. Tu comprends? Tout est complet. » Je pris un bloc-notes, celui où Marthe notait jadis ses courses. Certaines conversations méritent qu'on en garde une trace. Dis-moi, Simon, quand tu as décidé de m'abandonner à Orly hier, où pensais-tu que j'allais passer mes vacances? Silence. Puis, c'est différent. Là, il y a les enfants. Ils ne comprennent pas. Les enfants n'étaient pas là quand vous m'avez laissé à l'aéroport. Un long soupir, puis une tentative d'explication. « Papa, écoute, on a mis tout ça sur le crédit. On devait équilibrer après. Avec mon argent, celui de mes économies, je notais chaque phrase. « Tu vas le regretter, vieux fou », finit-il par lâcher. « C'est une menace, Simon? C'est une promesse. Les actions ont des conséquences. » Je souris. « Nous sommes enfin d'accord. » Je raccrochai calmement. Le silence dans la maison me parut presque musical.
Je regardais ma feuille. Tu vas le regretter, vieux fou. Les actions ont des conséquences. Des preuves, des mots précis. Marthe m'aurait dit « Ne laisse jamais les autres confondre ta bonté avec de la faiblesse. » Je l'entendais presque. Je me suis levé, déterminé. Direction le tiroir des archives. Des années de dossiers bien ordonnés. Paiement, virement, aide, reçu, courrier. Chaque ligne retraçait mon rôle de père, de sauveur financier, de garant silencieux. 20 ans d'argent versé sans retour. 20 ans de confiance mal placée. Et au fond du tiroir, la carte de visite de maître Bernard Harland, avocat à Paris, spécialisé en droit patrimonial et succession. C'est lui qui avait réglé la succession de Marthe. Un homme droit, précis, qui savait transformer la colère en justice. Je pris le téléphone et composai son numéro. Sa secrétaire, Jennifer, répondit. « Cabinet Harland, bonjour. Bonjour, ici Louis Willard. Je souhaiterais un rendez-vous urgent avec Maître Harland pour une révision de mon testament. Bien sûr, Monsieur Willard. Demain 14 heures, cela vous convient? Parfait. J'ai raccroché. Je savais exactement ce que j'allais faire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Il faisait encore sombre dehors, et les premières lueurs de Paris filtraient à peine derrière les rideaux. Le silence de la maison avait quelque chose de solennel. Je me suis préparé lentement, en prenant soin de repasser ma chemise bleu clair et de cirer mes chaussures, comme pour une cérémonie. Ce n'était pas un simple rendez-vous juridique, c'était un acte de libération. J'ai pris le RER jusqu'à Châtelet, les Halles, puis le métro jusqu'à La Défense, où se trouvait le cabinet de maître Bernard Harland. Le trajet me parut étrangement apaisant. Les visages fatigués des travailleurs matinaux, les affiches de voyages exotiques, les bruits réguliers du train, tout semblait appartenir à un autre monde, celui des gens encore naïfs, encore confiants. Moi, j'en étais sorti la veille. Le hall de l'immeuble de verre reflétait la lumière d'un ciel laiteux. 15 étages d'acier et de marbre, symbole d'ordre et de puissance. Je suis entré dans l'ascenseur, entouré de cadres pressés qui tenaient leur café à emporter et leurs portables comme des boucliers. Quand les portes se sont refermées, j'ai vu mon reflet. Un vieil homme aux yeux clairs, mais déterminé. Pas abattu, pas encore fini. Au 15e étage, une plaque dorée indiquait « Cabinet Harland et associés, droit de la famille, succession et patrimoine ». À l'accueil, Jennifer, la secrétaire, m'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour, Monsieur Willard. Maître Harland vous attend. » Je suivis le couloir au parquet brillant jusqu'à son bureau. Bernard Harland se leva pour m'accueillir. Grand, la cinquantaine élégante, costume anthracite et regard franc. Nous nous connaissions depuis l'époque où il avait réglé la succession de Marthe, 3 ans plus tôt. « Louis, quel plaisir de vous revoir, même si j'imagine que les circonstances ne sont pas idéales. » « Vous avez raison, Bernard. Cette fois, il ne s'agit pas d'un deuil, mais d'un constat, le deuil d'une illusion peut-être. » Il me fit signe de m'asseoir dans le fauteuil de cuir face à lui. « Dites-moi tout. » Je sortis de ma sacoche un dossier soigneusement préparé la veille. Copie de virements bancaires, relevés, factures, impression de messages, et enfin la liste des menaces notées sur mon carnet. Je posai le tout sur la table. Mon fils Simon. Il a décidé que j'étais de trop dans sa vie. Je racontais tout. L'aéroport d'Orly, le billet, oublié, l'hôtel annulé, les appels paniqués, les menaces, les mensonges. Je parlais d'une voix calme, presque clinique. Bernard prenait des notes, hochant parfois la tête, ses sourcils se fronçant au fil du récit. Quand j'eus fini, il resta un instant silencieux, les doigts joints sous son menton. « Vous savez, Louis, ce que vous décrivez s'appelle de l'exploitation familiale à caractère financier, et les preuves que vous m'apportez sont solides. » « Je ne cherche pas à le punir, » répondis-je doucement. « Je veux seulement qu'il n'ait plus aucun pouvoir sur moi, ni sur mon argent. Alors, nous allons le priver de ce pouvoir. Vous souhaitez modifier votre testament, j'imagine ? » « Oui, complètement. » Il ouvrit un nouveau dossier sur son ordinateur. « Bien, nous allons établir un testament notarié, enregistré et vidéo documenté.
Je vous poserai des questions sur vos intentions afin de démontrer votre pleine lucidité. Cela rendra tout recours impossible. Parfait. Avez-vous déjà réfléchi à la répartition de votre patrimoine? Je pris une inspiration. J'ai pensé à des institutions, des causes qui méritent réellement cet argent. Très bien. Lesquelles? La Fondation Enfance et Éducation de Paris, pour commencer. Ils offrent des bourses à des enfants défavorisés. Ensuite, le Fonds des ingénieurs de France, à Polytechnique. Et une partie pour un centre d'accueil pour personnes âgées isolées à Montrouge, là où Marthe faisait du bénévolat. Bernard sourit légèrement. Marthe aurait approuvé. Oui, elle aurait aimé que notre argent serve encore à quelque chose de bon. Et Simon? Vous souhaitez l'exclure totalement? Complètement. Aucun bien, aucun avantage, pas même un souvenir matériel. Bernard hocha la tête. Dans ce cas, je vais insérer une clause de désignation explicite. Le testateur, Louis Willard, étant de pleine conscience et libre de sa volonté, décide d'exclure son fils, Simon Willard, de toute part successorale, pour motif de manipulation et d'abus de confiance. Cela rendra tout recours quasi impossible. Je fermai les yeux un instant. Les mots me semblaient lourds, mais justes. Oui, inscrivez cela, exactement ainsi. Il tapa rapidement sur son clavier. Il faudra 2 témoins indépendants lors de la signature, ainsi qu'un enregistrement vidéo. Je m'en occupe. Nous fixerons la date à lundi prochain. Merci, Bernard. Vous savez, Louis, beaucoup d'hommes de votre génération viennent me voir après avoir tout donné à leurs enfants, croyant que la générosité protège des trahisons. Vous n'êtes pas le premier. Je souris tristement. Non, mais j'espère être l'un des derniers à le tolérer. Nous avons finalisé les détails administratifs, relus ensemble les clauses et convenu de l'heure de rendez-vous pour la signature. Quand je sortis du bureau, j'avais la sensation d'avoir posé une pierre sur un tombeau, celui de mon ancienne faiblesse. Dans le hall du bâtiment, des cadres défilaient, des secrétaires parlaient à voix basse, des téléphones sonnaient. Le monde des affaires, froid et ordonné, m'accueillait comme un refuge. Je pris l'ascenseur. En bas, l'air frais de la Défense me gifla doucement. Je décidai de marcher un peu avant de reprendre le métro. Je longeai l'esplanade, observant les gratte-ciel et les statues modernes. Marthe aurait trouvé cet endroit impersonnel, presque inhumain. Moi, aujourd'hui, j'y trouvais une forme de clarté. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Je retrouvais une routine oubliée. Mes promenades dans le parc, le marché du samedi, le café du coin où le serveur me saluait d'un « Bonjour, monsieur Louis !» sincère. Je n'avais plus besoin d'attendre un appel de Simon. Et même si parfois le silence de la maison me paraissait plus lourd qu'avant, il n'avait plus ce goût d'abandon. Il ressemblait à une délivrance. Le vendredi, Bernard m'appela. « Louis, les documents sont prêts. La signature aura lieu lundi à 10h ici même. » « Très bien. Juste pour confirmation, vous êtes toujours sûr de vouloir exclure Simon? Pas de clause pour vos petits-enfants? » Je pris un instant avant de répondre. « Non. Les enfants apprendront par la vie, comme j'ai appris. S'ils méritent un jour quelque chose, ce sera par leur travail, pas par l'héritage de mon humiliation. Compris. Alors à lundi. » Le week-end passa lentement. Le samedi soir, j'ai ouvert une bouteille de vin que Marthe gardait pour les grandes occasions. J'ai porté un toast silencieux à sa mémoire. « À toi, mon amour. Tu m'as appris la bonté. Aujourd'hui, j'apprends la fermeté. » Le lundi matin, j'étais prêt. Costume, chemise repassée, tous les papiers dans une pochette en cuir. Jennifer m'accueillit avec son sourire habituel. « Bonjour, monsieur Willard. Maître Harland vous attend dans la salle de réunion. » La pièce était grande, claire, dominée par une table en bois sombre. 2 témoins attendaient déjà, un clerc du cabinet et une notaire adjointe. Sur la table, un caméscope fixé sur trépied pointait vers moi. Bernard entra, une chemise à la main. « Tout est prêt, Louis. Prenez place, je vous en prie. » Il prit un ton plus solennel. « Monsieur Louis Willard, nous allons procéder à la lecture et à la signature de votre testament. » L'enregistrement démarre. Le voyant rouge s'alluma. Pour le compte rendu vidéo, veuillez indiquer votre nom et la date. Louis Willard, le 25 mai 2025.
confirmez-vous être sain d'esprit et agir de votre plein gré? Oui, je le confirme. Bernard lut à haute voix les passages clés. Le testateur, Louis Willard, étant de pleine conscience, déclare exclure son fils, Simon Willard, de toute part successorale en raison de manipulations financières et de menaces verbales. Le patrimoine sera intégralement réparti comme suit. 400 000 € à la Fondation Enfance et Éducation de Paris, 300 000 € au Fonds des ingénieurs de France, le reste au Centre d'accueil de Montrouge et à diverses associations locales de soutien aux seniors. Je signai lentement chaque page. L'encre noire traçait des lignes définitives. Les témoins signèrent à leur tour. La notaire apposa le sceau officiel, un son sec, presque solennel. Bernard me remit une enveloppe scellée. « Voici vos copies. L'original restera au coffre du cabinet. » Je la pris entre mes mains. Elle avait un poids que je sentais jusque dans la poitrine. « Et maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, vous êtes libre ?» Je hochai la tête. « Oui, libre. » Le retour à Fontenay se fit dans un calme étrange. Dans le train, je regardais défiler les paysages urbains, les façades grises, les toits de tuiles, les antennes. Chaque station me rapprochait d'une maison où, pour la première fois depuis des années, je n'avais plus peur du téléphone. En rentrant, je trouvais sur mon répondeur 10 messages, tous de Simon. Je n'en écoutais aucun. Je me suis installé dans mon fauteuil préféré, un vieux Voltaire que Marthe avait restauré. Le soleil de fin d'après-midi baignait la pièce d'une lumière dorée. Sur la table, j'ai posé l'enveloppe du notaire. Je la regardai longuement, puis, dans un murmure, « Marthe, c'est terminé. » Un sentiment de paix, immense, s'installa en moi. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la signature chez Maître Harland. 2 semaines de silence et de paix. Chaque matin, je me levais sans cette boule dans la gorge qui m'accompagnait depuis le départ de Marthe. J'avais retrouvé une sorte de dignité tranquille, la certitude que, pour une fois, c'était moi qui décidais du récit. Pas Simon, pas sa culpabilité, pas ses mensonges. Le vendredi matin, un appel de Bernard mit fin à mon attente. « Louis, » dit-il d'une voix posée, « leur vol retour d'Ajaccio atterrit dimanche à 14h15, Orly-Ouest. »« Très bien, nous serons là. » « Vous êtes sûr de vouloir être présent en personne ? » ?»« Absolument. Les mots doivent parfois être accompagnés d'un regard. » Le dimanche arriva. Le ciel parisien était bas, couvert d'un voile gris qui contrastait violemment avec les images de mer turquoise et de soleil brûlant que Simon devait encore avoir en tête. J'enfilai ma veste sombre, glissai dans ma poche le mouchoir brodé de Marthe, celui qu'elle gardait toujours pour les occasions sérieuses. Maître Harland m'attendait devant le terminal des arrivées internationales. Toujours impeccable, costume bleu marine, attaché-case à la main, il me salua d'un signe de tête. « Tout est prêt, Louis. Les documents de notification sont dans cette chemise. Je vous accompagnerai jusqu'au moment opportun. » Nous nous plaçâmes à quelques mètres de la sortie, à côté d'un panneau « Rien à déclarer ». Le flot des passagers commença à se déverser peu après 14h30. Des familles bronzées, des couples souriants, des enfants traînant des peluches fatiguées. Les cris des retrouvailles, les rires, les roues de valises sur le carrelage. Et puis, parmi la foule, je les vis. D'abord Pearl, ma belle-fille, visiblement ravie de raconter quelque anecdote à Solène, sa mère. Son large chapeau de paille portait encore l'étiquette d'un magasin d'Ajaccio. Elle tenait un sac « Boutique Napoléon », plein à craquer. Juste derrière, Ferne, ma belle-fille, avec les enfants, Mia et Étienne, tous deux vêtus de t-shirts colorés avec des dauphins et Corse 2025 imprimés en lettres blanches. Et enfin, Simon, mon fils. Le dernier à apparaître, marchant avec cet air pressé et nerveux de celui qui veut tourner la page avant qu'elle ne le rattrape. Quand Mia me vit, son visage s'illumina. « Papy !» cria-t-elle en courant vers moi, son petit ukulélé en plastique battant contre sa jambe. Je m'accroupis et la serrai contre moi. Son parfum de crème solaire et de mer me serra le cœur. Étienne suivit, un peu plus réservé, mais ses bras autour de mon cou avaient la sincérité que les adultes oublient trop vite. Je les embrassai tous les deux, puis levai les yeux vers Simon. Il s'était figé. Son visage se vida de toutes couleurs.
Ses yeux passèrent de moi à Bernard, puis à la chemise beige qu'il tenait dans la main. Il comprit immédiatement. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venu t'accueillir, Simon, et mettre un point final à tout ça. » Fern s'approcha, mal à l'aise. « Louis, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit ? » « Au contraire, c'est parfait, » répondit Bernard avec calme. Il fit un pas en avant. « Monsieur Simon Willard ? » ?»« Oui. Pourquoi ? » ?»« Je suis maître Bernard Harland, avocat de votre père. J'ai ici un document officiel à vous remettre. Il s'agit de la copie du testament révisé de Monsieur Louis Willard, daté et enregistré le 25 mai 2025. Il tendit l'enveloppe scellée. Simon hésita, puis la saisit avec un geste brusque. « C'est une plaisanterie ? » ?»« Non, monsieur, une notification légale. » Les bruits d'aéroport semblaient s'éteindre autour de nous. Simon déchira l'enveloppe d'un geste sec, sortit les feuilles, les parcourut rapidement. Je le vis pâlir. « C'est une blague ? Tu m'exclus ? Totalement ? » ?»« Ce n'est pas une blague, Simon. C'est la réalité que tu as toi-même créée. » Fern lut par-dessus son épaule. Son visage devint livide. « Louis, pense aux enfants, voyons. Tu ne peux pas leur faire ça. » »« Je ne leur fais rien, Fern. J'ai payé leurs vacances, leurs cadeaux, leurs rires. Ce que j'arrête, c'est de financer votre mépris. » Simon releva la tête, les yeux injectés de colère. « Tu ne peux pas faire ça. Il y a des lois. »« Il y en a, oui, et je les ai respectées. » »« Bernard ?» L'avocat s'avança. « Monsieur Willard, selon le Code civil français, un parent peut disposer librement de son patrimoine si l'enfant s'est rendu coupable d'abus de confiance ou de menaces envers lui. Nous avons les preuves. » Simon recula d'un pas, cherchant ses mots. C'étaient des paroles sous le coup de la colère, des paroles que j'ai notées mot pour mot, dis-je calmement. « Tu vas le regretter, vieux fou. » Son visage se crispa. Fern prit sa main. « Louis, soyons raisonnables. Tu es fâché, je le comprends. Mais il faut penser à la famille, à l'avenir. » « L'avenir ? L'avenir, Fern, ce sera celui des enfants qui apprendront à ne pas trahir ceux qui les aiment. Le reste n'a plus d'importance. Autour de nous, quelques curieux ralentissèrent leurs pas. Les enfants, eux, ne comprenaient pas. Mia me tirait la manche. « Papy, pourquoi papa crie ?» Je me baissais à son niveau. « Parce que parfois, ma chérie, les grands doivent apprendre que tout a un prix. » Simon, écarlate, froissa les papiers et les lança presque au sol avant de les ramasser aussitôt, conscient qu'il s'agissait d'un document légal. « Je vais contester, tu m'entends ? J'irai jusqu'au tribunal. » Bernard répondit sans hausser le ton. « Vous pouvez, monsieur. Mais sachez que nous disposons d'une vidéo enregistrant votre père, lucide et parfaitement conscient, lisant et signant chaque clause. Aucun juge ne cassera ce testament. » Silence. Solène posa une main sur l'épaule de Pearl, murmurant « Allons-y. » Ce n'est pas le moment de faire un scandale. Pearl, qui jusque-là riait encore en parlant de la Corse, comprit enfin la gravité de la scène. Elle pâlit à son tour. « Louis, tu veux dire que... » « Tout ? Tout, répondis-je. La maison, les comptes, les investissements. Tout ce que Marthe et moi avons bâti ira à ceux qui en feront bon usage. Les fondations, les écoles, les associations. Pas à ceux qui m'ont abandonné à un comptoir d'aéroport. Je vis dans les yeux de Simon ce mélange de panique et de haine qu'on ne peut éprouver que face à une vérité irréversible. « Tu nous détruis pour une dispute ?» « Non, Simon. Je t'ai donné 20 ans de soutien. Et toi, en retour, tu m'as donné un billet aller simple pour la solitude. » La balance est juste. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Fern détourna le regard, honteuse. Bernard referma son attaché-case avec un claquement sec. « Messieurs, dames, notre rôle ici est terminé. » Je posai une main sur l'épaule de Mia. « Sois sage, ma puce. Et n'oublie jamais, le respect, c'est plus précieux que l'argent. » Nous avons tourné le dos et quitté le terminal. Derrière nous, j'entendais la voix de Simon s'élever, désespérée, appelant encore « Papa, papa, attends !» Mais je ne me suis pas retourné. Sur la route du retour, Bernard resta silencieux. Le périphérique était fluide,
Le ciel s'éclaircissait. À la radio, un vieux morceau de Jean-Jacques Goldman passait doucement, presque symbolique. Il changeait la vie. « Vous avez été remarquable », dit enfin Bernard. Calme, précis. Vous avez dit exactement ce qu'il fallait. Merci. Vous savez qu'ils vont tenter quelque chose ? Qu'ils essaient. La vérité est leur pire ennemi maintenant. Nous avons traversé le pont de Sèvres. La Seine brillait faiblement sous le soleil d'après-midi. Marthe aurait été fière de vous, ajouta-t-il doucement. Je souris, regardant l'eau. Oui, je crois aussi. Le soir, chez moi, la maison semblait respirer différemment. J'ai allumé la lampe du salon, préparé un dîner simple. Omelette, salade, un verre de vin. Sur la table, la photo de Marthe me regardait toujours avec ce sourire calme et ferme. Je me suis assis, et pour la première fois depuis des années, j'ai mangé lentement, sans hâte, sans arrière-pensée. Après le repas, je suis allé dans le jardin. L'air était doux, chargé d'odeurs de jasmin. J'ai levé les yeux vers le ciel où brillaient les premières étoiles. J'ai pensé à Simon, à ses enfants, à la Corse, à tout ce qu'il avait détruit et à tout ce que j'avais reconstruit en silence. La justice, ce soir-là, avait enfin pris la forme de la paix. Je suis rentré, ai pris la clé du coffre et y ai déposé mes copies du testament, puis refermé doucement la porte. Dans le couloir, la pendule de Marthe égrenait les secondes. Un rythme apaisé, régulier. Je me suis assis dans le grand fauteuil du salon, celui où elle lisait ses romans de Balzac. Le silence de la maison m'enveloppa. Dehors, quelque part, la vie continuait. Les avions atterrissaient, les familles riaient, les enfants rêvaient. Mais ici, dans ce petit salon de Fontenay, il n'y avait plus ni colère, ni douleur. Seulement cette sensation d'avoir, pour la première fois depuis longtemps, repris possession de mon histoire. J'ai fermé les yeux. Et dans le murmure du vent, à travers les rosiers, j'ai cru entendre la voix de Marthe. « Tu as bien fait, Louis, il était temps. » Alors j'ai souri. Parce que oui, enfin, tout était en ordre. Et c'était parfait.